La condition de la jeune fille ivoirienne, comme partout ailleurs en Afrique, reste très préoccupante, tant pour elle-même, pour la famille, que pour toute la société, à cause de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Face à toutes ces réalités, quelles sont les possibilités en vue d'améliorer sa condition de vie d'une part et s'autonomiser pour son épanouissement d'autre part? Vous l'aurez compris, amis, mesdames et messieurs, Expression Jeune aujourd'hui, le thème autonomisation de la jeune fille, quel impact dans le développement économique de la société? Bonsoir et bienvenue. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique présentent Expression Jeune. Autonomisation de la jeune fille, quel impact dans le développement économique de la société? Ce sujet sera soutenu par M. Olivier Kakla. Je rappelle qu'il est conseiller projet à l'agence Emploi Jeune. AEJ, il arrive, à mi-jeune, il va nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, il arrive. Olivier, bonsoir. Bonne arrivée. Asseyez-vous. Cette semaine, modèle pour jeunes, est un ancien pensionnaire du lycée des garçons de Benjéville. Aujourd'hui, chef d'entreprise, Jean-André Aïpo, c'est son nom. Comment se diplômer en finance, en mathématiques et informatique vient-il à être un gros passionné de technologie? En lisant bien sûr un article portant sur les exploits de Bill Gates à travers Microsoft. C'était en 1994. Amis jeunes, vous le saurez. Merci de vous applaudir très fort. Nous sommes dans Expression Jeune. Merci beaucoup, merci. Monsieur Olivier Kakla, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vous ai présenté comme étant conseiller projet à l'AEJ, Agence Emploi Jeune. Concrètement, qu'est-ce que vous y faites? Merci. Au niveau de l'Agence Emploi Jeune, nous avons la charge d'orienter les jeunes, de recevoir les jeunes, accueillir les jeunes, les orienter et leur donner des conseils en termes d'entrepreneuriat, surtout. Pour ceux qui veulent s'auto-employer, qui veulent créer leur entreprise, qui veulent se prendre en charge, nous leur donnons des conseils avisés afin qu'ils puissent bénéficier de financement également. C'est un peu ce que vous faites là-bas, vous à l'agence. C'est votre rôle, ça? C'est votre travail que vous faites là-bas? Oui, nous avons de multiples tâches, hein. Entre autres animer des conférences, instruire les jeunes sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de nos frères jeunes et sœurs ne savent pas réellement les valeurs de l'entrepreneuriat, parce que vous savez que jusqu'à un passé récent, tout le monde voulait travailler dans des bureaux et autres, mais de plus en plus, l'État de Côte d'Ivoire encourage les jeunes à vouloir entreprendre parce qu'il y a de nombreux avantages à entreprendre. Très bien, alors nous parlerons de la jeune fille, peu importe là où elle se trouve en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, quelle est la situation exacte de la jeune fille ivoirienne? Je pense que en termes d'autonomisation de la femme, la Côte d'Ivoire occupe, je crois, le rang de 43e sur 55 pays africains. C'est clair, hein, quand on arrive dans nos administrations ou quand on arrive dans les différentes entreprises, le constat est là, il n'y a pas assez de jeunes filles, il n'y a pas assez de femmes. Donc à ce niveau-là, je pense qu'elles ont du mal aussi à pouvoir s'insérer jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une personne, on va dire, très fragile, donc vulnérable. Dans certaines contrées, cette dernière ne bénéficie pas toujours des mêmes chances que les autres enfants du sexe opposé. Monsieur Olivier Kakla, comment vous expliquez ça? Bon, ça c'est lié à plusieurs facteurs, vous savez. On va commencer d'abord par l'éducation. Hein. Il y a d'abord l'éducation, il y a d'abord la vision même des parents qu'ils ont pour leurs enfants. Mais il y a aussi le mental, le moral, ou la vision même de la femme. Il y a aussi ça aussi qui est important. Est-ce que la femme aujourd'hui, elle pense que c'est important pour elle aujourd'hui de s'affirmer, de faire des études? Il y a ça, c'est aussi dans la tête. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui estiment que ce n'est pas forcément nécessaire de faire des études de médecin ou d'aller loin dans les études. Il y a des femmes qui ont ce complexe d'infériorité au fait, ce que vous voyez un peu. Donc, quand il y a ce complexe d'infériorité, je veux dire c'est d'abord un blocage. Ouais. On s'est dit que bon, nous, on n'est pas fait pour réussir ici, on n'est pas fait pour réussir là. Bon, ça, c'est déjà un blocage, alors que ça ne devait pas être le cas.
Donc voilà un peu. Hein, d'accord. Alors, souvent obligé d'assumer toute seule la stigmatisation de la femme, de la famille, de la société. Est-ce que ce ne sont pas là, je veux dire, autant d'éléments facteurs de décrochage scolaire chez ces jeunes filles? Je le disais tantôt, je dis que ça dépend aussi de la vision que la femme a. Parce que vous convenez avec moi que l'école dont on parle n'est pas la seule voie de réussite. Quand on n'a pas réussi à l'école, il y a aussi d'autres possibilités de pouvoir, je veux dire, s'insérer dans la société. Il y a des femmes qui, vous allez les trouver à de différents métiers, qui ont des boulangeries, qui sont femmes d'affaires, qui sont, je ne sais pas, mais on les trouve un peu partout aujourd'hui. Donc, je veux dire, elles font des métiers qui leur permettent de bien gagner leur vie, qui leur permettent de se réaliser. Donc, je crois que, tout comme pour les hommes aussi, hein, ce n'est pas tous les jeunes aujourd'hui qui vont et qui réussissent à l'école. Mais quand les études, ça ne marche pas, il y a toujours une possibilité de faire autre chose. Qu'est-ce qui fait que généralement ces jeunes filles-là n'ont pas la chance ou ne réussissent pas à l'école? Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, parce qu'elles n'ont pas la vision. Mais est-ce qu'il n'y a pas des facteurs, comme je disais à l'instant, des facteurs contraignants, des facteurs bloquants qui font qu'elles ne peuvent pas avancer? Est-ce qu'on peut connaître ces facteurs-là, quelques-uns de ces facteurs? Bon, si on parle, on prend d'abord le facteur physionomique. Ça veut dire que si je prends d'abord, si vous voulez, le physique de la femme, on prend le physique d'une femme et d'un homme, bon, nous avons les mêmes capacités. Sur ce point-là, il faudrait qu'on soit vraiment unanime. On a les mêmes capacités. C'est-à-dire ce que l'homme peut faire, la femme peut faire autant. Vous voyez un peu? Vous savez, par le passé, il y a beaucoup comme ça qui pensaient, il y a beaucoup de jeunes filles qui pensaient que bon, mais, quand on n'a pas réussi à l'école, ce n'est pas un souci parce qu'on va avoir un mari dans tous les cas. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup qui réfléchissaient comme ça. Mais de plus en plus, je pense que les mentalités sont en train de changer. Les femmes, les jeunes filles comprennent que il faut forcément que, même si on a le monsieur qui travaille, il faut forcément aussi qu'on puisse aussi avoir un emploi, avoir du boulot. D'accord. Donc ça aussi, c'est... Par la suite, il est assez courant de le retrouver dans des métiers ou dans des emplois comme vendeuse à la volée, par exemple, femme de ménage, je ne sais quoi d'autre encore, ou alors abandonnée à elle-même et obligée de mendier le pain quotidien. Ça, c'est un constat qui revient assez couramment de ce qu'on constate de ces jeunes filles. Oui, c'est un constat qui est juste, mais moi, je pense que ça, c'est une situation qui est due à un manque d'ambition. Parce que il y a des femmes qui sont en situation de précarité, mais il y a aussi des hommes, malheureusement, aussi qui sont en situation de précarité. Mais moi, je crois que un être humain peut avoir des difficultés, mais pas se maintenir de façon durable dans une situation de précarité. Ça, c'est dû à un manque d'ambition. D'accord. Ok, très bien. Alors, après donc cet état des lieux, ce tableau, bien sûr, que vous nous présentiez à l'instant de la jeune fille ivoirienne, je voudrais prendre votre avis sur notre thématique du jour, autonomisation de la jeune fille. Quel impact dans le développement économique de la société? Quel commentaire ce sujet vous inspire, monsieur Olivier Kakla? Ben, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des académiciens, on a des universités, on a des conférences internationales d'experts qui ont révélé que l'autonomisation de la jeune fille pouvait contribuer à améliorer le développement dans un pays. Vous voyez un peu? Donc, je crois que c'est un avantage. C'est vraiment important de pouvoir investir, ou du moins d'aider la femme à s'auto-employer ou à s'insérer dans la société. C'est vraiment important parce que l'impact est trop important. Parce que là, la femme, elle a à la charge ses enfants. Une fois qu'elle travaille, la femme n'abandonne pas ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Vous voyez un peu? La femme abandonne difficilement ses enfants. Mais par contre, on a des enfants à Abidjan qui sont délaissés pour compte. Mais je suppose qu'ils ont des papas. Hein. Mais ils sont pas tombés du ciel. Ils ont des parents. Donc, vous voyez un peu, quand la femme travaille, elle n'abandonne pas ses enfants. Mais ces enfants qui sont dans la rue, je suppose qu'ils ont des parents qui ne s'occupent pas d'eux et ils ont des mamans aussi qui sont en situation de, on va dire, voilà, de sans-emploi ou précarité, on pourrait s'exprimer ainsi. Très bien. Amis jeunes, est-ce que vous pouvez déjà applaudir ces premières intentions sur ce plateau d'expression jeune? Alors, moi, je voudrais vous poser la question suivante à mes jeunes. Dites-moi, quelles sont les difficultés rencontrées généralement par les jeunes filles lorsqu'elles sont encore, on va dire, pas forcément au bas âge, mais quels sont les problèmes qu'elles rencontrent, les jeunes filles, généralement? Le micro à la jeune fille à côté. Il faut dire que la jeune fille,
rencontre divers problèmes dans la société. Parce qu'on se dit que la jeune fille n'a pas le droit de jouir des mêmes prérogatives que le jeune homme. On l'infériorise. On se dit que la jeune fille n'a pas le droit d'aller, disons, d'avancer dans ses études, qu'elle est bonne pour le foyer, pour le couple. Ce qu'on oublie, c'est qu'avec l'autonomisation de la jeune femme, cette dernière-là peut contribuer, par exemple, au développement du pays, comme il l'a dit tout à l'heure. Nous, tout à l'heure, nous verrons comment ces jeunes filles-là peuvent contribuer au développement du pays. Mais déjà, en passant le micro à notre ami juste à côté, on veut recueillir aussi son avis. Quels sont les problèmes? Quand une jeune fille sort et qu'elle dit va peut-être se chercher ou chercher quelque chose à faire ou aller étudier, les parents imaginent qu'elle allait faire autre chose. C'est ça. Donc ça déjà c'est un blocage. C'est un blocage. D'accord, ça c'est un problème de rencontre. Oui, ici. Alors je prends le cas par exemple de la jeune fille qui est au lycée. Elle est confrontée par exemple au problème de l'harcèlement sexuel. Vous avez dit tout à l'heure qu'elles sont vulnérables et quand on veut même faire un peu l'histoire, la femme a été reléguée au second plan. Donc je pense que ça aussi c'est un blocage. Merci. D'accord, oui, juste à côté. Ouais. Aujourd'hui, la jeune fille rencontre divers problèmes comme ma soeur l'a dit. Nous avons aussi le mariage forcé. Ouais. Un mari de moins de 42 ans, en classe de 3e, cela aussi l'affaiblit. En 3e, c'est 42 ans. Ouais, voilà, c'est une réalité aussi qu'on rencontre. C'est une réalité. Dans la société africaine. Voilà, cela aussi affaiblit la femme. Ouais. Voilà, aussi la mentalité de nos parents d'avant et d'aujourd'hui. On pense que la femme est faite pour le foyer. La femme est faite pour se marier. À part ça, elle n'a plus d'autres choses à faire. Donc il faut changer tout cela. D'accord. Oui, passez le micro s'il vous plaît. Oui. Il faut aller un peu à la source. C'est un problème qui peut se trouver au niveau psychologique, au niveau social et encore sur plusieurs aspects. Beaucoup sont celles qui ne savent pas où elles vont. Et après, lorsque ça échoue, on pense que peut-être que tout juste c'est les problèmes. Mais en réalité, dans le fond, c'est que depuis le bas âge, c'est là-bas que la question se pose. Ouais. Au niveau de la société encore, il y a plusieurs aspects. Voilà, on peut penser souvent que la jeune fille est marginalisée, la jeune fille est ceci. Ça aussi, c'est un peu à souligner. Mais il faut savoir aussi que dans la société, c'est que il ne s'agit pas de dire placer ici, placer telle personne ici. Mais est-ce que telle personne peut jouer telle fonction convenablement? Ouais. Il faut pouvoir, disons, la former avant de pouvoir se prononcer sur peut-être ceci ou cela. Très bien. Alors, je voudrais maintenir toujours les échanges avec vous, à mes jeunes. Dites-moi, puisque nous parlons justement d'autonomisation, à votre avis, c'est quoi l'autonomisation? Oui, allez-y. Merci. Oui. Pour moi, l'autonomisation, c'est le fait de pouvoir déterminer ses propres choix et aussi avoir le contrôle sur sa propre vie. D'accord. OK. Juste derrière. L'autonomisation, en général, c'est un processus de liberté, de faire ses choix selon ce qu'on a envie de devenir. Très bien, d'accord, ok. Oui, juste derrière notre ami. Vous avez le micro? Oui. L'autonomisation fait allusion à l'émancipation, c'est la capacité de se prendre en charge. Très bien, merci pour vos différentes réactions, monsieur Kakla. Vous les avez entendues. Nous allons donc mettre la rue à contribution, justement, sur la même thématique, le même sujet. Qu'est-ce qu'on entend par autonomisation? Magneto. J'entends par autonomisation de la jeune fille, l'indépendance de la jeune fille, le fait que la jeune fille se prenne en charge. C'est pour cela qu'on nous demande d'aller à l'école, nous les jeunes filles, pour pouvoir se prendre en charge demain, ne pas forcément compter sur un homme, se prendre en charge de la société. L'autonomisation de la jeune fille commence par l'éducation, c'est-à-dire l'éducation à la maison d'abord. Et ensuite, il y a une éducation aussi scolaire, c'est-à-dire au niveau de l'école et tout. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Voilà, la jeune fille doit être capable d'entreprendre. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un phénomène qui est récurrent, c'est de voir les femmes qui comptent plus sur des hommes pour acheter leurs pommades, pour les entretenir et tout. Je pense qu'on doit bannir cette idée-là de notre manière de vivre, de notre quotidien. C'est de oser travailler, oser avoir des projets, oser aller de l'avant, oser s'affirmer devant un homme. Ce n'est pas de la confrontation, mais ça aussi aider, c'est participer au développement de notre vie, de notre entourage et de notre pays. J'entends par autonomisation de la jeune fille le fait que la jeune fille soit totalement libre de ses choix, qu'elle puisse
prendre des décisions dans la société. L'autonomisation de la jeune fille, on peut dire entre autres que c'est lorsque une jeune fille est indépendante, voilà, disons entreprenante, qui dépend de ses propres moyens. Autonomisation, le fait d'être autonome, c'est le fait d'être capable de se prendre en charge au plan financier. Et donc pour moi, l'autonomisation de la femme, c'est sa capacité de pouvoir s'occuper d'elle-même et de s'occuper de sa famille et de pouvoir subvenir à ses besoins à travers son travail et le fruit de son travail. C'est une femme qui se prend en charge, qui n'a pas besoin de tendre la main à une personne et qui veut réaliser certaines choses selon elle-même, selon ses idées. Alors, monsieur Olivier Kakla, nous vous sollicitons justement pour avoir bien plus d'éclairage sur ce qu'on vient de voir en studio et en plateau. C'est quoi finalement l'autonomisation de la jeune fille? Qu'est-ce qu'on a à comprendre par là? L'autonomisation de la jeune fille a plusieurs dénominations. On peut entendre par autonomisation, capacité à faire face à ses charges et également à faire face à ses projets, bien évidemment. Donc voilà, de façon courte, comment est-ce qu'on pourrait définir Alors, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un sujet nouveau. Je veux dire, dans les éléments de langage en Côte d'Ivoire, il y a longtemps que ça a toujours existé. Pourquoi c'est maintenant qu'on parle de ça? Oui, cette thématique-là, ce n'est pas une expression qui est nouvelle dans notre langage, mais de plus en plus, on met l'accent sur l'autonomisation de la femme parce que... De la jeune fille. De la jeune fille, parce que la valorisation même de la femme pourrait améliorer, si vous voulez, notre société de façon générale. Parce que, comme on le disait tantôt, lorsque la femme travaille, ben c'est toute la maison qui bénéficie. Et les enfants, c'est tout ça, c'est beaucoup d'avantages pour la famille. Alors, est-ce que lors de ce micro-trottoir, il y a une réaction, il y a un élément qui vous a interpellé ou attiré votre attention? Bon, pas vraiment, parce que tous les thèmes, toutes les expressions allaient dans le même sens. Seulement qu'il y a plus ou moins de définitions qui s'éloignaient un peu de la réalité. D'accord. Alors, ce que je veux comprendre, pourquoi ne pas leur demander, revenez, on crée les conditions pour vous, mais plutôt celles qui sont sorties du système, on veut les occuper. Pourquoi? Il faudrait que ces jeunes filles dont vous parlez là, elles aient cette volonté-là. Voilà, elles aient cette volonté. Si elles n'ont pas la volonté de revenir, je crois pas que ce soit possible. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a arrêté ses études avec contre son gré de revenir encore sur les bancs. Donc ce serait un peu difficile. Amis jeunes, on veut pallier cette situation et encourager les jeunes filles mères donc, en situation de décrochage scolaire, chassées de leur famille, peu importe les raisons pour lesquelles elles ne sont plus dans le système scolaire. Quelles sont selon vous les actions qu'on peut mener pour les accompagner, pour les soutenir? À mon avis, il faudrait engager des sensibilisations, des projets, pourquoi pas des conférences, pour pouvoir arriver à conscientiser ces filles qui n'ont pas cette belle notion de pouvoir engager des projets en vue de leur insertion sociale. Oui, d'accord. Qui d'autre? Oui. Il faut d'abord que la volonté de s'émanciper provienne des filles. Voilà, il faut d'abord qu'elles sentent le besoin elles-mêmes de se sentir émancipées parce qu'il y va de leur liberté, de leur épanouissement. Après, je pense qu'on peut les regrouper pour qu'elles puissent bénéficier d'un financement de la part d'abord de l'État. Et je pense que l'agence emploi jeune est mieux outillée pour cela. Et il y a aussi des centres de formation professionnelle, des centres de formation pour la femme et tout ça. Donc, elle peut se faire former soit au métier de la couture, voilà, de la cuisine et tout ça. Je pense que ça pourrait quelque part leur permettre d'être. D'accord. Oui, tu as le micro derrière. Oui. Ok, merci. Pour aider la jeune fille, il faut aussi sensibiliser un peu les parents, il faut sensibiliser tout le monde. Il ne faut pas stigmatiser quelqu'un qui a des problèmes. Parce qu'en psychologie, on a l'habitude de dire que la perception va influencer notre conception et cela va influencer notre personnalité. Quand vous dites à un enfant, toujours vous êtes bête ou bien vous êtes ceci, cela va l'influencer plus tard. Alors peut-être que par des vices ou bien par des incapacités, elle a eu à quitter l'école, mais il faut l'encourager d'abord moralement. La vie ne se limite pas là. Il y a encore un moyen de pouvoir se racheter. Justement, comment favoriser l'autonomisation de la jeune fille à votre avis? Oui, allez-y. Pour favoriser l'autonomisation de la femme, il faut d'abord que cela passe par elle-même. Comme l'a dit Fatou Ndiom, l'écrivaine sénégalaise,
Pour réussir, il faut d'abord rêver. Et pour pouvoir réaliser ce rêve, il faut aussi se réveiller pour mettre en pratique ce rêve. Il faut d'abord que la jeune fille même rêve déjà de son épanouissement, de son indépendance. Ouais. Il faut qu'elle se dise déjà que je suis une jeune fille et le fait que je sois du genre féminin ne doit pas m'empêcher de réaliser mes rêves. Donc ça passe déjà par la mentalité de la jeune femme et aussi par nos parents. Qu'ils arrêtent de toujours marginaliser la jeune fille, comme je dis. Il faut toujours que les parents encouragent la jeune fille à lui dire que, par exemple, bon, c'est vrai que tu as enfanté déjà à l'âge de 10 ans ou de 18 ans, mais la vie ne se limite pas là. Il faut avancer. Il faut viser haut pour pouvoir réaliser ce projet. Très bien, oui. Là je crois bien que pour favoriser l'autonomisation de la jeune fille, il faut mener des campagnes de sensibilisation, lui montrer ce qu'elle représente dans la société. Parce que si elle ne sait pas cela, je pense qu'elle ne comprendra jamais ce qu'elle vaut pour la société. Voilà. Très bien. Voici donc notre deuxième micro-trottoir. Comment favoriser l'autonomisation de la jeune fille? C'est maintenant. Démontrer à la jeune fille qu'elle est capable de se prendre en charge. Ça passe par quoi? Ça passe par la scolarisation. Donc, encourager la scolarisation dans toutes les écoles. Quand je dis dans toutes les écoles, ne pas seulement se focaliser sur Abidjan, mais penser à tous les villages, tous les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Et puis encourager la jeune fille, c'est-à-dire donner les moyens aux parents de ne pas scolariser seulement que le jeune garçon, mais également éduquer la fille par rapport aux grossesses à risque, par rapport aux grossesses en milieu scolaire. Le fait est que lorsque la fille va à l'école, elle n'a pas de modèle, elle n'a pas de repère. Donc elle se retrouve bien vite soit courtisée par les jeunes. Donc elle prend des grossesses et quand ça se passe comme ça, les parents ne sont pas motivés après pour la scolariser. Donc c'est plus au niveau de la mentalité des jeunes filles qu'on doit plutôt travailler. Donc demander à la jeune fille, sinon lui donner des repères et l'encourager à pouvoir travailler. Cela lui permettra de pouvoir se prendre en charge et éviter pas mal de soucis au niveau de la société. Selon moi, pour favoriser l'autonomisation de la jeune fille dans la société, c'est juste lui donner des opportunités et vraiment donner en fait une large vision de la situation, je vais dire, dans laquelle elle se trouve. Je pense que c'est d'abord mettre la jeune fille à l'école, c'est-à-dire depuis son bas âge. Voilà. Et puis bon, ne pas chercher à arrêter ses études sous prétexte que non, elle a arrivé à un âge où elle peut se marier. Elle doit poursuivre ses études. Ses parents doivent toujours mettre le moyen de son côté. Aujourd'hui, nous avons plusieurs petits métiers. Et donc la jeune fille qui se dit illettrée, qui pense qu'elle n'est pas vraiment allée loin à l'école, comme on a l'habitude de le dire, il y a plusieurs petits métiers qui puissent lui permettre de se prendre en charge. C'est-à-dire il y a la coiffure, il y a aujourd'hui les ateliers de couture, il y a plein de petites choses qu'elle peut faire pour se prendre en charge aujourd'hui. Donc je pense que les filles ne doivent pas s'asseoir, regarder, suivre les hommes comme elles ont l'habitude de faire aujourd'hui pour se prendre en charge. Mesdames et messieurs, amis jeunes, si vous nous rejoignez, vous êtes sur les antennes de RTI 2 et sur Fréquence 2, vous suivez Expression Jeune. Monsieur Kakla, nous vous sollicitons justement pour avoir bien plus d'éclairage sur ce qu'on vient de voir en studio et en plateau. Tout part de l'éducation que nos parents donnent à leurs enfants. Parce que si vous motivez depuis le bas âge votre fille en inculquant le fait qu'elle est faite pour réussir, qu'elle a les mêmes talents que le garçon, qu'elle a les mêmes potentialités, qu'elle peut faire le travail de médecin, de chirurgien, d'avocat, de pilote, si elle a ça dans la tête tout le temps, ben, elle comprendra qu'elle ne doit pas rester derrière. Elle ne doit pas rester derrière. Donc les parents, à côté de cela, doivent aussi mettre leurs enfants, que ce soit de sexe féminin ou de sexe masculin, sur le même pied d'égalité. Pas question de dire que celui-là va faire tel métier qui est favorable à l'homme, bien évidemment, et puis celle-là, elle est bien pour faire la coiffure. Non, non, pas ça. Donc tout part de l'éducation. Si la tête est bien faite, je pense que déjà, c'est déjà bon. Et que si la tête est bien faite et qu'on donne les moyens, qu'on scolarise la femme, qu'on lui donne les moyens d'avancer dans les études, je pense qu'elle va se créer des ambitions, elle aura des projets, elle aura une vision de la vie, elle aura des modèles, bien évidemment, de réussite qui va tout le temps la motiver à vouloir donner le meilleur d'elle-même et à réussir. Ah, justement, au niveau de l'agence Emploi Jeune,
l'AEJ, est-ce qu'il existe des outils, des mécanismes ou des possibilités, j'allais dire, pour récupérer ces jeunes filles selon qu'elles aient été ou non à l'école, par exemple? D'accord, merci, c'est une très belle question. Je crois qu'au niveau de l'agence emploi jeune, pour cette année 2018, nous avons un objectif de 1000 femmes à insérer. C'est des jeunes filles peut-être qui sont déscolarisées, c'est des jeunes filles qui ne sont pas du tout à l'école, c'est tout le monde. D'accord. Nous avons une possibilité d'insertion qui se fait à travers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, je vais dire. Et ça, c'est par des financements de projets. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des formations, comme je dirais, mon passeport pour l'emploi. Nous avons des stages écoles, nous avons des stages d'immersion. Nous avons également des formations par apprentissage. Nous avons des stages pré-emploi. Nous avons des emplois aussi directs. Donc tout ça, c'est en faveur de la femme. De la jeune fille. En fait. Oui, oui. D'accord. Il n'y a pas de profil. Hein. Il n'y a pas de profil particulier. Ouais. Vous voyez, nous avons différents programmes adaptés. Ouais. Comme par exemple la formation complémentaire qualifiante. Ouais. On a des jeunes filles qui ont peut-être des diplômes, qui ont du mal à s'insérer. On a des formations par apprentissage. Donc il y a un peu de tout pour répondre à tous les soucis et à toutes les préoccupations d'insertion de la femme. Très bien. Amis jeunes, je reviens à vous. Alors, être autonome, est-ce seulement matériel ou alors c'est autre chose? Ouais. L'autonomisation de la jeune fille ne se définit pas seulement sur le plan matériel. Ouais. Il faut aussi que cela se détermine sur le plan, bon, je dirais, familial. Ouais. Parce que souvent dans la famille, on dit comme ça que c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est lui qui a le dernier mot à dire en famille. Ouais. Quand il parle, personne ne parle encore, même sa femme ne peut pas parler. Ouais. Mais dans l'éducation des enfants, on voit que c'est la femme qui est toujours à la maison avec l'enfant. Ouais. C'est elle qui connaît l'enfant. S'il faut que ce soit l'homme seulement qui parle, vraiment, on ne va pas s'en sortir. D'accord, oui. Oui, allez-y. Être autonome ne se limite pas seulement qu'au plan matériel, je veux dire, il y a aussi le plan intellectuel, aussi prendre des décisions. Ouais. Quand la fille, elle est autonome, elle prend elle-même des décisions qui lui appartiennent, n'attend pas des décisions de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, elle jouit de ses droits. Ouais. Moi, je suis d'accord avec lui. Oui. Qui veut dire autre chose? Notre ami derrière. Ouais. L'autonomisation de la jeune fille, d'abord, c'est axé exclusivement sur le plan matériel, en sens que il y a aussi le volet social, c'est-à-dire la jeune fille doit bien s'intégrer dans la vie active. Il y a aussi le volet aussi juridique. La jeune fille doit connaître ses droits et devoirs afin de véritablement se défendre lorsqu'elle est dans la difficulté. Alors, monsieur Olivier Kakla, est-ce que vous ne pensez pas que la jeune fille dite autonome doit être capable de réfléchir seule, comme notre ami, de prendre seule ses décisions, de pouvoir dire oui ou non aussi? C'est aussi une sorte d'autonomisation, non, je pense. Oui, bien évidemment, l'autonomisation de la jeune fille, ce n'est pas seulement qu'il faut voir le côté matériel. Non, parce que même si vous avez l'argent, il faut savoir en faire bon usage, il faut savoir aussi utiliser cet argent. C'est ça. Donc l'autonomisation de la femme, c'est aussi l'aspect éducation, c'est aussi l'aspect culture. Donc la jeune fille doit être aussi éduquée, elle doit avoir un minimum d'éducation scolaire, je veux dire. Elle doit savoir lire, elle doit savoir écrire, elle doit pouvoir aussi s'informer, savoir qu'est-ce qui est bon, et savoir même être au parfum même, on va dire, de l'actualité. Donc c'est un peu ça. Alors les gars, dites-moi, que gagne finalement la jeune fille à être indépendante, autonome, active? Qu'est-ce qu'elle gagne concrètement? Selon moi, quand une jeune fille est autonome, elle jouit de ses propres droits. Elle peut faire ce qu'elle veut. D'abord, elle peut avoir une activité rentable qui va lui permettre de gagner sa vie. Mais qu'est-ce que la société aussi gagne? Ça permet le développement de la société aussi. Micro derrière. Elle gagne d'abord en maturité. Elle peut s'intégrer dans la vie active. Et puis aussi contribuer au développement du pays à travers aussi son savoir-faire. Oui, on y va. Alors je pense que la femme, elle aura un pouvoir d'abord de décision au sein de la famille comme dans la société. Oui. Elle sera importante en ce sens que les gens aussi pourront compter sur elle. Par exemple, le papa dira que ma fille travaille. Donc d'un certain point de vue, elle sera considérée, elle va connaître une grande audience. Ça, oui. Voilà. Maintenant, dans la société, oui.
la société gagnera en ce sens qu'une fille, par exemple, qui n'est pas allée à l'école, qui est exposée soit au phénomène de prostitution, c'est un mal pour la société. Voilà, donc je pense que d'un certain point de vue, une fille qui est casée, qui est autonome, elle règle un certain problème dans la société. Merci beaucoup. Amis, mesdames, messieurs, pourquoi favoriser l'autonomisation de la jeune fille? C'est notre dernier micro-trottoir. À tout de suite. Favoriser l'autonomisation de la jeune fille dans la société permettrait de résoudre certains maux, certains fléaux. La femme, de plus en plus, est victime de beaucoup de choses. Favoriser son autonomisation va lui permettre de se prendre en charge parce que de plus en plus, la femme, surtout la gente féminine, est mise à mal au vu de certaines choses, de certains fléaux de la société. Pour que, bien évidemment, elle puisse s'affirmer. L'autonomisation, on veut parler de l'indépendance. On a toujours tendance à dire que derrière un grand homme se cache une grande dame. On ne peut pas favoriser l'autonomisation de l'homme sans favoriser l'autonomisation de la jeune dame. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important pour nous de le faire parce que la femme aussi joue un rôle crucial dans la société. Voilà, la preuve en est que quand on regarde aussi les cadres, on regarde les grandes autorités, il y a aussi des dames. Elles sont passées par la jeunesse avant d'être là. Donc je pense que c'est vraiment important pour nous de pouvoir favoriser l'autonomisation de la jeune fille. Monsieur Kakla, pourquoi finalement autonomiser la jeune fille? La femme a le droit de faire les mêmes activités que l'homme. La femme de nature est vulnérable, elle est faible. Donc il faut la valoriser. Il faut la valoriser en lui permettant de pouvoir s'insérer, en lui permettant de travailler. Et cette situation-là va contribuer à améliorer même, on va dire, l'économie de façon générale. Le cadre de vie de la jeune femme aussi, on va dire ça comme ça? Le cadre de vie de la oui, femme, ça va améliorer le cadre de vie de la femme, mais ça aurait un impact même sur l'économie d'un pays. Alors on veut améliorer la condition de vie de la jeune fille, d'une part, s'autonomiser pour son plein épanouissement, d'autre part, n'est-ce pas une façon de lui remonter le moral pour lui dire que comme tu es trop vulnérable, fragile, on va dire ça comme ça, on va t'accompagner, on te crée les conditions pour évoluer. C'est un peu ça ou pas? Non, je ne pense pas qu'il faut y voir les choses comme ça, mais il faut que les femmes comprennent qu'elles ont les mêmes capacités que les hommes. D'accord, ok. Elles ont les mêmes capacités que les hommes, donc il n'y a pas que... Il y a peut-être des emplois réservés aux hommes ou il y a des emplois réservés aux femmes. Elles ont aussi les mêmes potentialités. Hein. Elles peuvent être brillantes dans tous les secteurs d'activité. Un peu comme les hommes en fait. Voilà, donc elles doivent être conscientes de cela et prendre leur destin en main en faisant tout ce qu'elles peuvent pour s'affirmer. D'accord. Monsieur Olivier Kakla, nous sommes à la fin de cette première partie de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette thématique? Il faut simplement retenir que la femme n'est pas un être inférieur à l'homme. Donc de ce fait-là, elle doit pouvoir s'affirmer. Pas question de dire qu'elles ne sont pas faites pour réussir ou bien qu'elles doivent... Non, elles peuvent être à tous les niveaux de la société, à des niveaux de directeurs, à des niveaux de ministres, un peu partout dans la société. Donc elles ont leur place dans la société. Ouais. Elles doivent faire tout pour pouvoir s'insérer et non rester là à être vulnérable et à ne rien faire. Non, la femme doit s'insérer par tous les moyens. Et les mécanismes mis en place par l'AEJ, qu'est-ce qu'elles vont en faire? Oui, justement, je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel à toutes nos sœurs, à toutes nos mamans qui nous écoutent maintenant. Il faut pouvoir approcher les agences régionales de l'Agence Emploi Jeunes parce que nous sommes quasiment implantés dans toutes les grandes villes de ce pays. Il faut approcher nos administrations pour voir ce qui est fait pour les femmes. Parce que très souvent, les jeunes ne sont pas informés. Pour cette année 2018, nous avons un objectif d'insertion de 1000 femmes. Donc ces programmes-là vont commencer dans de grandes villes comme nous avons Man, Korogo, Daloa, Bandoukou. Donc il faut déjà approcher nos structures pour voir qu'est-ce qui est fait. Parce que nous avons différents programmes d'insertion des femmes. Et tout ça, c'est à l'avantage des femmes, de la jeune fille. Voilà, donc il ne faudrait pas rester à la maison pour dire que rien n'est fait. Il faut approcher les agences de l'Agence Emploi Jeunes pour voir quelles sont les possibilités d'insertion que l'Agence Emploi Jeunes offre à la femme. Très bien. Amis jeunes, je vous demande de l'applaudir très fort. Voilà, Monsieur Olivier Kakla, conseiller projet à l'Agence Emploi Jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit très fort, voilà, Olivier. Voilà.
Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur. Merci de rester sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Madame, monsieur, vous suivez Expression Jeune. Nous enregistrons tous les jeudis à 14 h. Et bien sûr, l'entrée est gratuite, on ne paye pas un centime. L'émission change bien sûr de vitesse. Jeune, émincé, élégant. Nous parlons de notre modèle du jour, il s'appelle Jean-André Aïpo. Je vous demande d'appeler très fort, il va nous rejoindre sur ce plateau. Mes jeunes, il arrive. Voilà. Je rappelle aussi que ce monsieur-ci, il fait du taekwondo. Voilà. Donc, je me suis trompé. Jean-André, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Alors, avant toi, nous parlions de jeunes filles, autonomisation. Quel sens donnes-tu à cette thématique-là? L'autonomisation de la jeune fille? Oui. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que les filles sont les maillons essentiels de la chaîne de valeur, dans la création même de la richesse nationale. Elles sont très importantes à toutes les étapes, dans toutes les couches sociales. Donc il est très important aussi de les rendre capables de se prendre en charge et d'apporter plus de valeur à leur environnement immédiat et au pays. Donc c'est quelque chose que je félicite et que j'encourage. Alors est-ce que toi, dans tes recherches, dans tes travaux, dans tes réflexions, tu t'es arrêté un jour pour dire il faut que je vois ça de plus près parce que c'est un sujet préoccupant, comme Alessandre le disait, très important? Oui, pas de plus près. C'est-à-dire lorsqu'on fait des études d'optimisation des performances des entreprises, on essaie de regarder un peu le comportement des différents acteurs et il a été prouvé par d'autres études, par des recherches, par des thèses, que les entreprises les plus performantes au monde sont des entreprises qui ont beaucoup de femmes dans les comités de direction. Voilà. Donc à partir de là, on peut en déduire que lorsque les femmes sont associées à la décision, à la prise de décision, lorsqu'elles ont les capacités intellectuelles et morales de contribuer à la prise de décision, la décision qui en découle est toujours meilleure que lorsque tout cela est entre les mains des gens qui sont fermés aux propositions des femmes. Alors, très bien. Comment ce diplômé en finance, mathématiques, informatique que tu es, Jean-André, devient passionné de technologie? Oui, je deviens passionné de technologie. À la base, je ne suis même pas censé être dans la technologie. Ouais. Je suis censé faire médecine ou peut-être, ça c'est ce que la famille veut, mais je suis censé faire de la finance, de l'expertise comptable. Et quand j'étais plus jeune, mon grand frère reçoit un magazine français chez lui. Et dans le magazine, je vois un jeune dont on parle, Bill Gates, qui serait un génie de l'informatique, qui se serait enrichi en développant des logiciels. Et là, du coup, je me dis, il faut que je fasse comme Bill Gates. Et ça, c'était en 94? 93, 94, ouais, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, tout part de là. Donc, à partir de là, je me conditionne psychologiquement, intellectuellement et moralement pour pouvoir être comme Bill Gates. Alors, tu es entrepreneur, pas seulement dirigeant, mais aussi, on te dit, leader, très expérimenté, avec plus de 16 ans d'expérience, Jean-André, dans le management de haut niveau. Direction des grands projets d'ingénierie, complexes et cadres supérieurs très expérimentés. Comment tu as acquis toute cette somme, on va dire, de connaissances, Jean-André? À l'école et dans l'entreprise aussi, par la pratique aussi. Parce qu'il y a des compétences théoriques que l'école fournit et il y a beaucoup d'autres enseignements qu'on tire de la pratique. Donc c'est un mélange de tout ça et dans la vie de tous les jours aussi. Parce que ça nous forge et ça nous permet surtout de pouvoir avoir les compétences nécessaires pour affronter tous les défis qui se présentent à nous, tous les challenges. Donc du coup, on apprend de son environnement immédiat, de l'école et de l'entreprise et aussi de la famille. Donc ça vient un peu de partout. Alors tu vas commencer ta carrière en Europe comme ingénieur en génie logiciel, devenant plus tard architecte technique, puis consultant senior en stratégie dans le secteur de la banque, finance, assurance. Qu'est-ce qui te fait courir? L'envie de réussir. L'envie de réussir, ouais. C'est les motifs. Tu es aussi concepteur de smartphones, de tablettes tactiles, haute performance.
Jean-André, on a le sentiment que tu vas pas vraiment dans tous les sens, mais tu as des cibles bien précises. Non, le problème qui se pose, c'est que je fais partie des gens qu'il faut nourrir intellectuellement. Donc, il est très difficile de suivre un seul projet à la fois, 2 projets à la fois. Même à l'école, j'ai toujours fait du double cursus, au fait. C'est-à-dire un diplôme en informatique, mathématiques, un diplôme en gestion. Donc, quand j'arrive, c'est dans le cadre de mes activités que j'arrive sur la conception des smartphones, parce que c'est un client qui me demande ça, au fait, en réalité. Voilà. Donc, quand je travaille pour le client, je travaille pour un client. On se retrouve face à des difficultés et je retravaille sur le système d'exploitation existant, je le sécurise puisque c'était un client bancaire. Donc je finis de sécuriser le système d'exploitation, sauf que la manière dont on l'a sécurisé correspondait au niveau de sécurité exigé par la banque. Ce n'est pas de cette même manière que les téléphones grand public étaient sécurisés. Ouais. Donc du coup, on a le système d'exploitation sécurisé, mais on n'a pas de téléphone, on n'a pas de coque, on n'a rien pour le porter. Et on n'arrivait pas donc à avoir ce qu'on voulait sur le marché puisque ce n'était pas une grande entreprise qui avait retravaillé sur le système d'exploitation. Donc du coup, le même client me demande fais un téléphone et puis tu nous le vends. Et tout part de là. Voilà. Amis jeunes, est-ce que vous n'avez pas envie de regarder sa biographie, la biographie de Jean-André Aïpo? Ça vous dit ou pas? Mais voilà, on y va, c'est parti. Jean-André Aïpo, également connu sous le pseudonyme de J3A, est un jeune Ivoirien, président directeur général du groupe J3A Technologies depuis 2001. Entrepreneur dirigeant, leader très expérimenté, il a plus de 16 ans d'expérience dans le management de haut niveau, direction de grands projets d'ingénierie complexe et de cadres supérieurs très expérimentés. Il a également plus de 16 ans dans la gestion de l'industrie des services. Jean-André Aïpo commence sa carrière en Europe comme ingénieur en génie logiciel, devenant plus tard architecte technique, puis consultant senior en stratégie dans le secteur de la banque, finance et assurance. Cet ancien pensionnaire du lycée de garçons de Bungéville est aussi le président de l'ONG Development Actions, une organisation humanitaire qui fournit une aide à l'éducation, agit au renforcement des infrastructures sanitaires et implémente des programmes de développement humain en Afrique depuis 2011. Il a une forte compétence dans les domaines suivants: ingénierie des systèmes d'information, recherche opérationnelle, finance, direction générale d'entreprise, stratégie, services financiers, politique de développement humain et de lutte contre la pauvreté. Il est un expert reconnu de la lutte contre la pauvreté par la création massive d'emplois. Il a à cet effet conseillé depuis 2008 plusieurs gouvernements ou agences gouvernementales de lutte contre le chômage de masse en sa qualité de consultant en stratégie. Il est ceinture noire 4e dan de taekwondo, ceinture marron de karaté Shotokan et de judo. Il est licencié de la Fédération française de golf et est un pratiquant très assidu des jeux d'échecs. Il est concepteur de smartphones et tablettes tactiles haute performance. Au français qu'il maîtrise parfaitement s'ajoute l'anglais qu'il lit, écrit et parle couramment. Amis jeunes, voilà notre héros national, Jean-André Aïpo, votre modèle du jour. Merci de l'applaudir. Voilà, Jean-André, un petit commentaire sur d'abord ta biographie qu'on a lue, mais pas seulement, accompagné des éléments, des photos et tout ça. On t'a reconnu dans ton environnement, c'est de toi qu'on a parlé. Oui, c'est bien de moi, même si c'est pas tout, ouais. Mais c'est bien de moi, oui. Très bien. Amis jeunes, vous le savez, l'esprit n'a pas changé. Toujours une question pour notre invité du jour. Allez, qui a la question? Première question. Qui veut poser la question? Oui. Ma question est de savoir quel est votre parcours professionnel? J'ai commencé en 2001. En 2001, donc je pense que beaucoup d'entre vous devaient être jeunes déjà, mais j'ai commencé jeune. Hein. J'ai commencé dans la banque, une banque qui n'est pas ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis allé dans l'équivalent de la CNPS en France. Ensuite, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance là-bas et je suis revenu dans une filiale de la Société Générale Assurance Vie. Ça, c'était jusqu'en 2010.
À partir de 2010, j'ai beaucoup travaillé plus à Londres pour des acteurs de la finance de marché. Donc les bourses européennes, la bourse de Londres et puis la bourse de Paris pour des acteurs majeurs qui font des modélisations mathématiques pour les couvertures de risques de marché. Donc j'ai beaucoup travaillé pour ces gens-là. Et aussi pour des clients en Afrique australe. Et bon, depuis 2 ans ici pour les conseils en stratégie, les formations des directions générales et des membres du comité de direction des entreprises. Très bien. Deuxième question, oui, mademoiselle. J'aimerais savoir quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut entreprendre? Bon, déjà, s'il a une idée, et s'il croit que son idée est la bonne, qu'il ne se laisse pas décourager par les gens. Parce que souvent, les gens ne comprendront pas votre idée. Ils ne la maîtriseront pas mieux que vous. Donc si vous avez bien réfléchi à tous les contours de votre projet, la première des choses, c'est d'être focalisé dessus. La deuxième des choses, c'est de ne pas avoir peur de travailler. Souvent, vous voyez des gens qui ont réussi, vous croyez que c'est tombé du ciel. Ce n'est pas tombé du ciel. Ils ont beaucoup travaillé, donc de ne pas réchigner au travail, de ne pas avoir peur de faire des efforts et de ne pas aussi avoir peur d'échouer. Si vous échouez et que vous êtes découragé, vous n'arriverez jamais au bout de votre projet. Donc, être focalisé. Les étapes intermédiaires ne doivent pas être ce qui va vous préoccuper. Si vous avez des échecs, apprenez de ces échecs-là, corrigez le tir, repartez de l'avant. Tant que vous n'avez pas l'impression d'avoir fait le maximum pour arriver au bout de votre projet, ne lâchez rien en fait. Allez, question là, derrière. Bonsoir. Ma question est la suivante. Quel est votre parcours scolaire? J'ai commencé l'école primaire chez moi à Lakota, et puis le secondaire au cours secondaire protestant au Plateau, entre l'Assemblée nationale et le tribunal. Ensuite, le lycée, je l'ai fait au lycée Garçon de Bingerville, d'où je suis parti diplômé du bac D. J'ai commencé les études à la faculté de sciences économiques ici à Abidjan, mais à cause des grèves intempestives, j'ai continué en Europe. Donc, arrivé en Europe, là, je suis vraiment réparti de zéro. Je suis diplômé de l'université Paris-Dauphine, un master en mathématiques et informatique, option MIAGE. Je suis un ancien de l'Institut d'ingénierie d'entreprise où je suis diplômé en modélisation, optimisation, complexité, algorithme. J'ai un executive MBA en finance, stratégie et leadership de HEC Paris et un certificat. Ça belle réservation ou pas les gars hein? Ça c'est pas... Ouais. Un certificat avancé en innovation et leadership entrepreneurial de Babson College aux États-Unis à Boston. Vous voulez continuer ou bien il arrête? Il n'a qu'à arrêter. Ok, la quatrième question, oui, la question elle est où là, notre ami? Ouais. Félicitations Jean-André pour ce parcours exceptionnel, oui. Ma question est la suivante. Quels sont, selon vous, les défis à relever pour avoir une jeunesse entreprenante? Je vous remercie beaucoup pour la pertinence de votre question. Les défis pour moi, en tant que consultant en stratégie, sont de 3 ordres. D'abord, l'éducation-formation. Premier axe, il est très important que l'entrepreneur soit formé. On ne demande pas qu'il soit surdiplômé, non, mais qu'il ait le nécessaire pour savoir au moins lire et écrire. Parce que souvent, l'entrepreneuriat, c'est une idée. Donc, s'il a son idée en tête et qu'il peut la mettre sur un document et défendre cette idée-là, c'est déjà pas mal. Si après, il peut avoir quelques rudiments pour avoir les éléments minimums de gestion, ça, c'est intéressant. Il faut donc que la formation des futurs entrepreneurs soit vraiment de mise. Il y a aussi un élément très important. Quand je parle de formation, en réalité, c'est que dans les cursus scolaires, l'entrepreneuriat doit être enseigné, quel que soit le cursus qu'on fait. Que ce soit philosophie, géographie, médecine, quel que soit le cursus, on doit mettre un module d'entrepreneuriat pour sensibiliser déjà les futurs diplômés à être des entrepreneurs et non des salariés. Lorsque cela est fait, comme ça se fait dans les pays développés, quel que soit le cursus dans lequel on est diplômé,
on peut entreprendre dans ce cursus-là. Le deuxième axe, c'est la vulgarisation. La vulgarisation permet à des gens d'avoir des modèles, de se servir de ces modèles-là. Ça crée donc des vocations. Et ça, c'est le travail de la presse dans toutes ses composantes. Un peu comme toi, justement. Voilà. Il faut présenter des modèles de réussite voilà, jeunes justement. qui peuvent inspirer ces jeunes-là. Exactement. Voilà. Ça, c'est le travail de la presse dans toutes ses composantes. Je suis aujourd'hui dans la technologie parce que je voulais ressembler à Bill Gates. Ce n'est pas parce que le gouvernement américain parlait de Bill Gates que j'ai connu Bill Gates à Abidjan, non. C'est parce que la presse parlait de Bill Gates. Donc, la presse doit sensibiliser les jeunes, leur donner de nouveaux modèles de réussite. Et ces modèles de réussite-là, dans les pays développés, ce sont des entrepreneurs. Donc, du coup, ça crée des vocations. Donc, le deuxième axe ici, c'est la vulgarisation. Le troisième axe, c'est le financement. Normalement, le schéma conceptuel de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des gens qui ont des projets et des gens en face qui investissent dans ces projets-là. Contrairement à une idée reçue qui veut qu'on fasse du business avec l'argent de ses parents, le business ne se fait pas avec l'argent de ses parents ou bien son propre argent, sinon on s'appauvrit. Le business se fait avec l'argent d'une catégorie de personnes, d'acteurs qui sont appelés des investisseurs. Et lorsque les modèles de financement, les méthodes de financement sont mises en place, que l'entrepreneuriat est vulgarisé et que tous les porteurs de projets sont connus, ceux qui ont intérêt à financer ces projets-là aussi se font connaître. Et maintenant, c'est à l'État de mettre en place les mécanismes pour pouvoir permettre à ces deux types d'acteurs économiques-là de se croiser pour que ceux qui ont les projets puissent les présenter à ceux qui ont les moyens pour financer. Donc, éducation, formation, vulgarisation, financement. Voici pour moi le modèle idoine pour pousser les jeunes à entreprendre. Alors, Jean-André, moi je voudrais prendre la main pour te poser, peut-être on dit les deux questions peut-être restantes. C'est vrai qu'on ne pourra pas évoquer toutes les questions, même les plus essentielles. Tu es aussi, j'allais dire, promoteur, concepteur de smartphones, tablettes tactiles haute performance. En quoi est-ce que ces outils peuvent contribuer, bien sûr, à l'épanouissement du jeune de façon générale? Au fait, en réalité, ça, ce sont des outils que je vends déjà en Europe depuis plusieurs années. Quand je viens en Afrique, ce n'est pas juste pour vendre des tablettes ou bien des smartphones. C'est d'essayer de reproduire le schéma industriel qui se fait ailleurs, où on produit des tablettes et des smartphones, en Côte d'Ivoire. Et ça va apporter à la générer des emplois. Ben, bien sûr, non seulement ça va générer des emplois, ouais, mais on va être obligé de former des jeunes Ivoiriens à la conception et à l'assemblage de produits électroniques grand public. Ces jeunes Ivoiriens-là ne sont pas nécessairement destinés à tous travailler pour nous. Ils peuvent aussi, à partir de là, avoir des financements pour se lancer eux aussi dans la conception et l'assemblage de matériel grand public. Ça veut dire que ce que toi tu fais déjà, en leur montrant le chemin, ça voilà, peut leur permettre à eux-mêmes de se créer leur propre chemin. De se créer leur propre chemin, ouais, de devenir des concurrents. Mais en le faisant, ça va bénéficier à l'ensemble de l'économie nationale parce que ça va créer des emplois et ça va permettre, ça va générer donc d'autres vocations qui vont à la longue permettre de reconnaître la Côte d'Ivoire comme une place où il y a des gens intelligents qui investissent dans les technologies et ça va attirer les afflux, ça va attirer les investissements étrangers sur ces jeunes-là pour qu'ils puissent eux aussi entreprendre demain. Donc alors, ça a un impact. Tu serais quoi ton dernier mot au thème de cette émission, Jean-André Aïpo? Rien dans la vie n'est gratuit, rien n'est facile, on n'y arrive pas sans effort. Et lorsqu'ils ont des projets, il faut qu'ils se donnent les moyens d'avoir tout essayé avant d'abandonner. Que ceux qui ont abandonné se disent que c'était juste un recul pour revenir et qu'ils se relancent parce qu'à la fin, ceux qui travaillent dur ont toujours quelque chose en retour et c'est comme ça qu'ils vont être capables de s'apporter de la valeur eux-mêmes et de créer de la valeur pour leur environnement immédiat et pour toute la communauté nationale. Amis jeunes, voilà plus fort. Voilà. Merci à tous. Retrouvons-nous jeudi prochain. Portez-vous bien et puis au revoir. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique vous ont présenté Expression Jeune.